Je suis Christine Breffel-Courbon, je suis neurologue au CHU de Toulouse, spécialiste de la maladie de Parkinson, et je m'intéresse depuis plusieurs années à un symptôme qui est la douleur. En fait, l'objectif de ce cours, c'est de vous montrer que la douleur, c'est un symptôme qui est extrêmement important dans la maladie de Parkinson. Il est complètement sous-estimé toujours à l'heure actuelle, et surtout, sa prise en charge est complètement insuffisante. Dans ce cours, nous allons aborder différents points. Tout d'abord, nous verrons la fréquence de la douleur dans la maladie de Parkinson, puis nous verrons qu'il existe différents types de douleurs, puis nous aborderons les aspects physiopathologiques, c'est-à-dire les mécanismes sous-jacents à cette douleur, et nous finirons bien entendu par la prise en charge qui peut être médicamenteuse, mais également non médicamenteuse. Je vous souhaite à tous un bon cours. Dans un premier temps, nous allons voir quelle est la prévalence, c'est-à-dire la fréquence de la douleur chez le patient parkinsonien, quand survient-elle et quel type de douleur on peut retrouver chez le patient. La douleur est fréquemment rencontrée dans la maladie de Parkinson. En fait, elle a été longtemps sous-estimée, jusqu'à il y a environ 10 ans. À ce moment-là, plusieurs études épidémiologiques ont démontré que 60 à 80% des patients parkinsoniens se plaignaient de douleurs chroniques. Et en 2009, nous avons réalisé une étude pharmaco-épidémiologique qui était réalisée à partir de la base de données de la Caisse primaire d'assurance maladie. Et en fait, dans cette étude, nous avons comparé la prescription chronique de médicaments antalgiques chez plus de 10 000 patients parkinsoniens et dans la population générale. Et nous avons mis en évidence que 33% des patients parkinsoniens consommaient de façon chronique des médicaments antalgiques, ce qui est bien plus élevé que la consommation dans la population générale, qui est de l'ordre de 20%. Ce qui est intéressant, c'est que cette prescription chronique de médicaments antalgiques chez les patients parkinsoniens, elle était similaire à celle de patients qui présentent par exemple des pathologies rhumatismales. Cela signifie que le patient parkinsonien consomme autant de médicaments antalgiques qu'un patient qui présente par exemple un rhumatisme chronique. La deuxième question que l'on peut se poser, c'est à quel moment survient la douleur. La douleur, elle survient souvent dès le début de la maladie. Plusieurs études ont montré que la douleur était révélatrice de la maladie dans 15 à 20% des cas. Par exemple, dans l'étude que je vous montre, qui a été effectuée chez 443 patients parkinsoniens, on peut voir que chez 15% des patients, le premier symptôme de la maladie n'était pas le tremblement, n'était pas la raideur, mais c'était la douleur. Et la douleur, elle est également présente et elle peut s'aggraver tout au long de la maladie de Parkinson. Comme vous pouvez le voir, elle touche 51% des patients parkinsoniens au stade débutant, c'est-à-dire au stade 1, puis jusqu'à 80% à un stade plus tardif, par exemple le stade 4. Comment peut-on identifier le type de douleur dans la maladie de Parkinson et comment peut-on savoir si la douleur ressentie, elle est liée à la maladie de Parkinson? Pour cela, nous avons défini 5 critères qui nous permettent de savoir si elle est liée ou pas à la maladie de Parkinson. Le premier critère, c'est un lien chronologique, c'est-à-dire est-ce que la douleur a débuté au début de la maladie de Parkinson ou bien est-ce qu'elle s'aggrave en même temps que les troubles moteurs. Deuxième critère, c'est un lien topographique, c'est-à-dire est-ce que la douleur est localisée préférentiellement du côté le plus atteint de la maladie de Parkinson. Troisième critère, est-ce qu'elle s'améliore partiellement avec les médicaments dopaminergiques, c'est-à-dire les médicaments anti-parkinsoniens. Le quatrième point, c'est est-ce qu'on ne retrouve pas d'autres causes évidentes à cette douleur. Enfin, le cinquième critère, c'est le patient établit un lien avec la maladie. C'est-à-dire que si l'on pose la question à un patient parkinsonien, la plupart du temps, le patient il est tout à fait capable de nous dire si oui ou non il pense que la douleur est liée à la maladie. Il peut exister plusieurs types de douleurs chez le même patient. Par exemple, un patient parkinsonien peut présenter des douleurs non spécifiques, c'est-à-dire non liées à la maladie de Parkinson. C'est par exemple une douleur au niveau du genou qui serait due à de l'arthrose. À côté de ça, il peut présenter des douleurs spécifiques, c'est-à-dire liées à la maladie de Parkinson, qui sont définies à partir des critères précédents que nous venons de voir. Dans ces douleurs spécifiques, il existe deux types. D'une part, des douleurs nociceptives, qui sont directement en rapport avec les symptômes moteurs, par exemple la raideur, les crampes.
Et puis, il y a des douleurs nociplastiques qui sont non directement liées aux symptômes moteurs, mais qui, elles, sont plus en rapport avec un dysfonctionnement du circuit de la douleur. Et c'est ce qu'on appelle les douleurs centrales parkinsoniennes. Nous allons maintenant voir quelle est la physiopathologie de la douleur, c'est-à-dire quels sont les mécanismes neurobiologiques sous-jacents à la douleur et quels traitements on peut proposer. Plusieurs études ont montré qu'il existait un abaissement du seuil de la douleur dans la maladie de Parkinson, c'est-à-dire que les patients ressentent plus la douleur. Par exemple, si on regarde la partie gauche de la figure. Dans cette expérimentation, lorsqu'on trempe la main dans de l'eau glacée à un patient parkinsonien, vous pouvez voir qu'il a mal à 8 degrés, alors que chez un volontaire sain, c'est-à-dire chez un témoin, c'est-à-dire une personne qui n'a pas de maladie de Parkinson, eh bien si on fait exactement le même type d'expérience, c'est-à-dire la main dans de l'eau glacée, eh bien ce volontaire sain va ressentir la douleur à 4 degrés. Tout ceci est effectué en condition off, c'est-à-dire que le patient parkinsonien n'a pas pris son médicament anti-parkinsonien. Et ce qui est intéressant, c'est que quand il prend son médicament anti-parkinsonien, c'est la condition on, donc c'est la partie droite de la figure, eh bien vous pouvez voir que le seuil de douleur se normalise après avoir pris le médicament anti-parkinsonien. Donc cela signifie bien qu'il existe un abaissement du seuil de la douleur dans la maladie de Parkinson, c'est-à-dire que les patients sans traitement présentent une augmentation de la perception de la douleur. Alors, à quoi est dû cet abaissement du seuil de la douleur? Lorsqu'on visualise l'activité cérébrale grâce à un examen d'imagerie fonctionnelle qui est la tomographie par émission de positons, le TEP scan, c'est-à-dire en fait un super scanner, au cours d'une stimulation expérimentale douloureuse, c'est-à-dire lorsqu'on provoque une douleur en mettant par exemple la main dans de l'eau glacée comme on l'a vu tout à l'heure, eh bien on peut voir s'activer le circuit de la douleur chez le volontaire sain, chez le témoin, c'est-à-dire la partie supérieure de la figure. Le circuit de la douleur, il est constitué de zones cérébrales qui s'activent lorsqu'on ressent une douleur. Et vous pouvez constater que chez le patient atteint de maladie de Parkinson, lorsqu'on provoque exactement la même douleur, eh bien, il existe une hyperactivation de ce circuit cérébral de la douleur. Cela signifie que dans la maladie de Parkinson, il existe une augmentation de la perception de la douleur qui est due à un abaissement du seuil de la douleur, qui est probablement liée à une hyperactivation du circuit de la douleur. Quels sont les traitements médicamenteux que l'on peut proposer dans la douleur de la maladie de Parkinson? Peu d'études ont en fait évalué l'effet des antalgiques. Est-ce que, premièrement, les médicaments antiparkinsoniens, par exemple un agoniste dopaminergique, peut diminuer la douleur? Dans cette étude, ce médicament, la rotigotine, qui s'administre sous forme de patch, n'entraîne pas de réduction significative de la douleur. Vous voyez sur le schéma à droite qu'il n'existe pas réellement de différence par rapport à l'administration d'un placebo qui est représenté en gris. L'effet est quasiment identique. En fait, plus l'effet est négatif, plus on est amélioré. Et donc vous pouvez voir que l'effet antalgique de la rotigotine est sensiblement identique à celui du placebo. De même, si l'on évalue un médicament morphinique, par exemple l'oxycodone, on ne retrouve pas non plus un effet très significatif sur la réduction de la douleur. Dans cette étude, nous avons en bleu la réduction de la douleur après administration d'un placebo et en rouge après administration du médicament morphinique qui est l'oxycodone. Et vous pouvez constater que l'oxycodone, elle a un effet antalgique uniquement temporaire pendant 12 semaines. Pendant 12 semaines, il existe une différence significative avec le placebo. Mais à partir de la 16e semaine, eh bien, cet effet diminue et il n'existe plus aucune différence significative. Ceci est peut-être lié à une dose trop faible d'oxycodone. Un autre traitement que l'on peut proposer dans la maladie de Parkinson et dans la douleur, c'est la stimulation cérébrale profonde du noyau sous-thalamique, qui est le traitement chirurgical de la maladie de Parkinson.
Comme vous pouvez le voir sur le schéma, bien la stimulation cérébrale profonde, elle permet d'élever le seuil de la douleur chez les patients parkinsoniens. En effet, avant que l'on mette en route la stimulation cérébrale profonde, ils ont un seuil de douleur à la chaleur de 40,3 degrés, c'est-à-dire qu'ils ressentent une douleur à partir d'une température appliquée sur la peau de 40,3 degrés. Et lorsque la stimulation cérébrale profonde est mise en route, ça correspond à l'histogramme gris, eh bien vous voyez qu'ils ont un seuil de douleur à la chaleur de 41,6 degrés. Cela signifie donc que la stimulation cérébrale profonde permet de diminuer la perception de la douleur chez le patient parkinsonien et probablement, comme vous pouvez le voir sur le schéma à droite, en agissant directement sur le fameux circuit cérébral de la douleur dont on a parlé tout à l'heure. Par ailleurs, plusieurs études cliniques ont montré qu'il existait une réduction significative de la douleur 12 mois après mise en place de la stimulation cérébrale profonde chez les patients parkinsoniens. Donc en ce qui concerne le traitement de la douleur dans la maladie de Parkinson, il faut continuer à chercher et à évaluer différents types de médicaments, mais il faut également évaluer des techniques non médicamenteuses, comme l'activité sportive, l'hypnose, qui pourraient également avoir un effet positif sur la douleur. En conclusion, ce qu'il faut retenir, c'est que la douleur dans la maladie de Parkinson, elle est fréquente et elle peut être présente dès le début de la maladie. Il existe plusieurs types de douleurs qui peuvent être complètement différentes et surtout coexister chez le même malade. Le seuil de la douleur est abaissé dans la maladie de Parkinson en rapport avec une hyperactivation du circuit cérébral de la douleur. Enfin, les médicaments, pour le moment, n'ont pas mis en évidence de franche efficacité. Par contre, la stimulation cérébrale profonde peut diminuer la douleur et peut être intéressante chez ce type de patient.